Bonjour, docteur Cornelia Gauthier. Je suis très Bonjour Evelyne. honorée de vous accueillir, voilà, pour cette visio, interview. Et j'ai vraiment découvert dans votre quatrième livre, Décodons l'origine de nos maladies pour mieux guérir, aux éditions Très Daniel, des choses qui sont extrêmement importantes pour moi et que j'ai envie de faire connaître au grand public. Et je vous propose peut-être de vous présenter un peu plus pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord. Alors, au tout départ, je suis donc médecin et généraliste de formation. Donc, il faut savoir qu'en médecine générale, donc en Suisse, la médecine générale est une spécialisation. Et donc, je suis spécialisée en médecine générale. Et puis, je me suis installée dans mon cabinet où j'ai appliqué euh, la médecine universitaire qu'on m'avait enseignée. Et je me suis tout de suite rendu compte que ça marchait pas du tout et que je passais mon temps à déplacer tout le temps les symptômes. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et il y a eu un parfait timing parce que quasiment en même temps a commencé la première formation de médecine psychosomatique en Suisse. Donc, je me suis dépêchée de m'inscrire et donc je fais cette deuxième spécialisation. Donc, je suis maintenant médecin psychosomaticienne. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une belle expérience à la fois médicale et de psychosomaticienne. Alors, moi, quand je vous ai écouté à l'occasion de la présentation de votre livre, vous avez dit 80% des maladies sont d'origine émotionnelle. Alors, évidemment, moi, ça m'a interpellée puisque je travaille dans ce domaine-là. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors disons que ce 80, évidemment, il est très arbitraire. Il tombe un peu du ciel parce que je ne me suis basée sur aucune statistique. Je crois qu'on ne peut pas faire des statistiques d'ailleurs sur ce domaine. Euh, Parce qu'il y a plein d'origines qui sont jamais dites, donc en fait, on ne sait pas. Donc c'est plutôt mon expérience professionnelle qui me permet de dire que la majorité de nos maladies sont d'origine émotionnelle. En disant quand même qu'il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Donc dans mon livre, je le dis, dans mon atelier aussi, hein, il y a des maladies génétiques qui ne sont pas d'origine émotionnelle, il y a des maladies nucléaires ou toutes sortes d'accidents qui arrivent qui ne sont pas émotionnels au départ, mais autrement. Dans un corps qui est tellement parfait, qui fonctionne avec des milliards de milliards de cellules qui travaillent de concert depuis que nous sommes nés de manière extrêmement performante. Enfin, je trouve pas exactement le terme, mais enfin, c'est juste extraordinaire. On voit bien que le corps est programmé pour aller bien et il ne va pas subitement avoir une lubie de fabriquer un cancer. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ça n'a pas de sens. Et donc, entre le moment où il va bien et le moment où il fait un cancer, je prends exprès des extrêmes parce que entre deux, il y a toutes sortes d'autres choses. On voit que le corps n'a cessé de dire que ça n'allait pas et que nous n'avons pas entendu et que le corps, il peut faire que ce pourquoi il est programmé. Donc, si on le déprogramme de la bonne santé par toutes sortes de situations, notamment émotionnelles, douloureuses et compliquées, eh bien, il ne peut pas faire autrement que de mettre ça en scène. Le corps est en fait un traducteur, d'accord? Entre notre psychique et puis notre corps qui vit tous les jours, il nous dit, en fait, ce qu'on a besoin de savoir pour aller bien. Et il faut donc que nous puissions écouter ce qu'il nous dit et qu'il ne commence pas à faire un concert.
il commence par toutes sortes de petites choses qui vont pas, des petites douleurs par-ci, des petits inconforts par-là, des petits dysfonctionnements par-ci, par-là. Et je crois que notre grand drame, à nous les humains, en tout cas dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on nous a appris à ne pas écouter le corps. Donc, non, c'est pas grave. Bon, allez, je prends une aspirine. Allez, je me mets devant une série télé. Et en fait, on n'écoute pas. Et donc, il est obligé à ce moment-là de répéter le message, il est obligé de l'intensifier. Donc, on va partir, par exemple, d'une petite douleur par-ci, par-là, à une douleur qui va devenir de plus en plus insistante, un endroit toujours un peu plus précis. Il fait pas tout et n'importe quoi. Et on va entrer à ce moment-là dans, si on peut pas répondre à cette information, à des douleurs chroniques, ou à un certain moment, il va peut-être commencer à faire une maladie. Et puis après, ça va faire une maladie chronique, etc. C'est très progressif. Et le souci qu'on a en médecine, que personne n'a compris, je dis ça en toute humilité, hein, c'est qu'on n'a pas compris que les symptômes ne sont pas les causes. Donc en fait, là, par exemple, si reprends mon exemple du cancer, euh, que vont faire les médecins? Ils vont prendre tous les symptômes. Il a ça, il a ça, il a ça. Ils vont documenter avec des examens de sang, de radiologie, et ils vont dire, voilà, il a un cancer. De là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer à ébaucher les traitements euh, et les symptômes, qui sont évidemment extrêmement dérangeants. Mais il y a qu'un médecin, alors, si vous en trouvez un, par le monsieur que dont vous avez parlé, et celui à qui j'ai dédié mon livre, qui est le professeur Ghislain Lebreude, il n'y a aucun médecin qui dit, OK, là, on a un cancer, mais pourquoi ce cancer? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Quelle est la cause? Et jamais ça n'arrive. Alors, je m'empresse de dire à ce stade-là qu'il n'est jamais question d'arrêter un traitement. Je ne suis pas en train de dire à tous vos auditeurs qui nous écoutent, arrêtez ça. Non. Si vous avez des maladies importantes, il faut les soigner. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir aller chercher qu'est-ce qui a fait ce résultat. Parce que c'est ce que j'écris dans mon livre, la maladie n'est pas une cause, c'est un résultat. Alors, quelle est la cause? C'est ça le truc. Et jamais aucun médecin, en tout cas à l'université, va commencer à vous dire, mais en fait, OK, vous avez un cancer, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça n'existait pas. Nous n'avons pas été enseignés comme ça. Donc, je ne jette pas du tout la pierre à mes collègues. C'est qu'aussi, quand on est à l'université, on voit les gens à un certain stade, puis après on les voit plus, on les a pas vus avant, donc on n'a pas le suivi. Mais quand on les a en cabinet, bon, on a le suivi. Et donc, là, on peut plus faire comme ça. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on fait. J'aimerais bien donner deux exemples. La première, c'est que quand on a des douleurs ou une maladie, il faut comprendre que c'est l'équivalent de warning sur votre tableau de bord qui vous disent qu'il va bientôt y avoir une panne ou qu'il n'y a plus assez d'huile ou que la pression des pneus, enfin, je sais pas quoi. Ça fait comme ça. Alors, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il va falloir faire quelque chose dans le moteur ou sur la carrosserie, mais on va pas aller débrancher les ampoules. D'accord. Parce que c'est ce que fait la médecine traditionnelle. Elle va couper les symptômes. Ça n'a pas de sens. L'autre exemple que j'ai envie de donner, c'est que si vous avez marché sur une punaise, ben, ça vous fait mal, hein. Alors, l'idée, c'est vraiment de ne pas continuer à marcher sur la punaise. Mais qu'est-ce que fait la médecine? Elle va vous donner, par exemple, toutes sortes de traitements pour limiter l'inflammation, des anti-inflammatoires, éventuellement même des antibiotiques par rapport à cette situation de punaise. Mais il faudrait déjà enlever la punaise. D'accord? Et ça, il n'y a personne qui fait ça. Donc, il faut aller à la cause.
Alors, la question, non, la raison, je vais y arriver, pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que les patients puissent, eux, faire le lien que les médecins ne font pas. Puisque, voilà, alors, ils vont se faire aider par un médecin qui a besoin de faire un traitement, hein, on est bien d'accord, mais qui ne posera pas la question. Donc, pour que le patient puisse dire, ah, mais finalement, ma maladie, ce résultat, mais ah ouais, ah, il y a telle cause, telle cause, telle cause. Ah, OK. Et que finalement, le patient devienne son meilleur médecin. Puisque le médecin ne peut pas faire le lien, autant que le lecteur puisse faire le lien. Et donc, qu'il aille se faire traiter à l'université avec les traitements symptomatiques, radiothérapie, compassion et tout ça, mais qu'il comprenne que la problématique de base, elle est émotionnelle et qu'il trouve un thérapeute qui puisse l'aider à travailler sur les causes. Donc, on va travailler en parallèle. Et que c'est donc le lecteur qui va faire le lien entre les causes et la maladie. Alors, je suis emballée quand vous parlez comme ça, parce que moi, j'ai donc créé le groupe Il y a mon corps qui m'a dit pour justement initier cette réflexion. Souvent, on dit le médecin soigne et c'est le patient qui se guérit. Le médecin, il est formé, vous en parlez dans votre livre, à donner des antidouleurs, antibiotiques, antihistaminiques. C'est comme Hum? si, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est comme si on voulait faire taire le symptôme. Oui, c'est ça. On veut enlever l'alarme. Alors moi, dans mon livre, je commence comme vous en disant, mais monsieur le garagiste, enlevez-moi cette alarme qui sonne. Mais tout à l'heure, vous avez dit entre le cancer, mais avant, il y a eu des alarmes, il y a Bien eu sûr. des signaux. Est-ce que vous pourriez nous donner, alors vous en avez un petit peu donné, mais des exemples de signaux que nous n'écoutons pas? Et on peut comprendre qu'un médecin qui a un quart d'heure pour nous écouter, et pour faire un bon diagnostic, et le diagnostic, c'est vraiment très utile, mais il n'a pas le temps de faire ça, et puis il n'est pas formé à cette écoute, ou sauf certains, donc moi je parlais du docteur Jacques Fumex, voilà, j'en parlerai une autre fois, mais qui lui a eu cette écoute en tant que gastro-entérologue, sur cette écoute, qu'est-ce qui se dit derrière le symptôme de gastro-entérologie, par exemple. Donc, les Oui. signaux d'alarme, comment on peut les repérer? Vous savez, le corps, il parle très, très, très simplement. Il a le langage d'un enfant de 6 ou 7 ans. D'accord? Et il va pas vous faire des raisonnements incroyables. Ça, c'est le mental. Donc, c'est pas le mental qui va vous dire où est le problème. Le corps, il dit, euh, je peux pas avaler ça, je peux pas digérer le truc, ça fait chier, excusez-moi. C'est quand même ce qu'il dit. J'ai mal au cœur, j'en ai plein d'autres, j'ai ma tête qui va exploser. Enfin, il dit les choses très, très, très clairement. Et donc, à nous, les médecins, quand un patient vient me dire, Madame, ça me brûle, j'ai tellement des brûlures d'estomac, je sais pas quoi, ok, donc je vais quand même faire un tout petit peu de médecine en disant, mais c'est quoi ces brûlures, etc. Peut-être qu'il faut faire quand même une fibroscopie, peut-être qu'il faut quand même faire un scanner, on sait pas quoi, il faut deux, trois trucs de base. Mais après, moi, je pose toujours la question, bon, ok, à part votre ulcère d'estomac, qu'est-ce que vous pouvez pas digérer? Et là, la réponse, elle est immédiate. Ah, c'est ma belle-mère, c'est le patron. Les gens, ils savent. Ouais. D'accord? Donc, il faut poser la question salvatrice. Mhm. Simple, 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 simple. OK, vous avez tout le temps mal au dos. Vous en avez plein le dos de quoi? Voilà. Et en fait, les gens, des fois, ils le regardent comme ça, mais ils disent, mais comment vous savez? Mais j'ai dit, mais votre corps est bien me le dire. Il faut juste lui poser la question. Et lui, c'est Mais c'est le mental qui n'a pas suivi, d'accord? Donc, en fait, quand on pose des questions simples, selon la symptomatologie, eh bien, on a les réponses. Mhm. Donc, il ne faut pas aller trop compliquer les choses. Après, depuis là,
OK, donc on va dire, OK, ben vous avez subi, par exemple, des abus sexuels, ou vous avez subi des maltraitances, etc. Donc on va mettre des mots dessus, voilà. Ça fait du bien hein, aux patients déjà. Je me souviens d'une dame qui est venue me voir, qui m'a raconté une histoire, mais épouvantable de A à Z. Mais il n'y avait pas eu d'abus sexuels, il n'y avait pas eu de maltraitance, mais en fait, elle était super mal. À la fin, je lui ai dit, en fait, vous avez subi des abus émotionnels. Puis elle me dit, oh, mais ça fait au moins 7 8 ans que je cherche ce terme. Hmm. Et elle n'arrivait pas à dire ce que c'était, mais elle m'a dit, mais là, il y a tout à coup, il y a tout qui s'illumine, quoi. Vous avez mis le mot sur ce qui... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a besoin de poser des questions simples, selon le langage simple. Et puis après, après, il y a besoin, évidemment, de faire les examens nécessaires, parce que voilà, il ne faudrait pas que la situation dégénère. Mais après, il y a besoin notamment de cette écoute, mais vraiment si on n'a pas le temps juste maintenant parce qu'il y a un patient dans 5 minutes, ben on va lui dire, écoutez, là, moi j'entends ça, 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 moi je pense que vous avez besoin d'en parler. Est-ce que vous êtes d'accord? On se met en rendez-vous après-demain et je prends 1 heure. Et là, on va déjà dire. Et puis pendant 3 quarts d'heure, on va se taire. Et, Mhm. et on va laisser la personne parler, vider, etc. Bon, voilà, ça s'appelle de l'écoute active. Et après, il y a besoin que le médecin ou le thérapeute mette quelques mots dessus pour que tout prenne un sens et qu'on puisse dorénavant considérer cette maladie différemment, Mhm. comme un moyen, en fait, qu'elle essaye d'utiliser pour nous redonner un nouvel équilibre. D'accord? Là, c'était tout déséquilibré. Donc là, maintenant, l'idée de... Et jamais penser qu'on n'a pas de chance. Jamais penser qu'on doit subir des choses. Mhm. Euh, la pas de chance, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a des choses qui n'ont pas été entendues parce que on nous a appris à pas nous écouter depuis qu'on est tout petit. Ou que si jamais on s'est quand même plaint, on nous a dit tais-toi, ou on nous a dit moi ça fait pas mal, ou etc. Il y en a même on les tape pour qu'ils se taisent. Donc oui, à un moment jusqu'où ça va. Mais aussi plus tard. Après, il faut quand même dire qu'il y a quelques personnes qui ont écouté leur corps et qui sont allées consulter des médecins et que le médecin n'a pas été capable de répondre. Donc il y a aussi ça. Hein. Mais Mhm. la plupart du temps, c'est que les gens attendent d'être arrivés vraiment au bout de la maladie avant d'aller consulter et que quand ils arrivent, c'est un peu tard. Donc, j'ai envie de dire aux gens, mais écoutez-vous, C'est ça. votre corps n'a aucune raison de faire ça. Notre corps, il est programmé au point de vue de nos cellules par notre génétique à grandir, mûrir, vieillir, mourir. Tout ça, c'est programmé. Mais il est programmé pour tomber malade. Alors, j'adore quand vous parlez de la violence éducative en milieu ordinaire parce que il y a cette phrase qui est souvent dite, on fait comme on peut, mais quand on dit à l'enfant qui vient de tomber, c'est pas grave, ou qui s'est fait un bleu au genou, c'est pas grave. Et c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. En fait, qui mieux que l'enfant, c'est si c'est grave pour lui dans le ressenti. Alors, vous Ben parlez oui, d'écoute. C'est vrai qu'il y a deux niveaux d'écoute. Il y a l'écoute de soi-même, c'est-à-dire on peut s'écouter parler. J'adore les phrases là, ça me reste sur l'estomac. Quand il a dit ça, mhm, j'ai cru qu'il m'avait mis un coup de poignard dans le dos ou oui, ça me gave. Et évidemment, on va se mettre à grossir, etc. Donc, toutes ces phrases, déjà, s'écouter parler. Et après, effectivement, aller voir des médecins, on verra ça, ou des thérapeutes. Et donc, ça commence effectivement dans l'enfance. Enfin, je oui, pense qu'aujourd'hui, on commence à être un peu sensible à ça. Et je suis passionnée par votre combat pour faire connaître ces petits moments de violence ordinaire. Voilà, et je vous remercie oui, pour ça. en Et prie. donc, on n'a pas de chance, ça n'existe pas. On est des alchimistes. On est des alchimistes. Est-ce que vous pouvez vous parler dans votre livre de rumination futile? Est-ce que vous pouvez nous développer cette notion? C'est le mental.
Alors, il faut savoir que donc nous sommes tripartites, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, ce que toutes les religions nous disent, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais donc ça, il y a le mental, on va dire le corps, l'âme et l'esprit. On pourrait dire le corps, les émotions et la conscience, si vous voulez, c'est une autre manière de dire les choses. Mais on a le mental qui est là à côté, qui n'a rien à voir avec ça. Et le mental, c'est le résultat neurologique de ce que nous avons vécu et qu'il a enregistré, bonne ou mauvaise d'ailleurs, euh, et qui fait finalement aussi partie de notre système de survie. Parce que notre survie, nous la devons aux 5 émotions primaires, qui sont des émotions innées qu'on peut même pas empêcher. Hein. Donc, il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. Donc, ça, c'est nos 5 émotions primaires qui sont là pour réagir instantanément dès qu'on est en déséquilibre. Il y a une sixième qui est une non-émotion qui s'appelle la sidération, parce que parfois, il vaut mieux pas bouger. Mais il y a aussi le mental qui fait partie de notre système de survie. Il faut savoir que parce qu'il va nous faire dire attention, là, il peut arriver ça, etc. Donc, il a compris que si je mets mon doigt dans le feu, ça va me brûler. Donc, il a entendu, mais pas ton doigt dans le feu, ça va te brûler, etc. Donc, en fait, il fait partie de ce système. Il nous aide aussi à pas se jeter sur la route parce qu'on a compris que, enfin, voilà, le mental est là pour nous protéger. Le problème, c'est que il prend trop de place pour deux raisons. La première, c'est que c'est ce qu'on favorise dans l'éducation qu'on donne aux enfants. On ne les fait fonctionner que sur le cerveau gauche pendant toute la scolarité. Donc, il y a une hyper-inflation de ce mental où on finit par croire que c'est le mental qui est la personne, mais c'est juste un outil. Et puis, après, il prend tout le pouvoir parce que justement, on lui a laissé cette place-là. Et le mental ne peut gérer que ce qu'il connaît. Donc, c'est extrêmement peu par rapport à la vastitude de l'univers. Et ne serait-ce que par rapport à la vastitude de notre âme, et encore en plus de notre conscience. Donc, en fait, il peut pas gérer. Et donc, lui, donc, il tourne en rond. Et donc, ça fait 60 à 70 000 pensées par jour qui tournent, toujours les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle futiles, parce que ça ne servent à rien, euh, qui nous permettent de savoir que notre mental est beaucoup trop activé et qu'il ne faut pas ne pas vouloir utiliser le mental, mais quand c'est nécessaire. Et on n'en a pas besoin à 70 000 pensées par jour. Donc là, il nous fatigue beaucoup. Et il faut apprendre à repérer quand on part là-dedans, parce que le problème, c'est que comme tous les réflexes de survie, ça fonctionne sur le système négatif. Donc le mental, il est branché 100% négatif. Jamais le mental va vous dire, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Il dit, ouh là là, est-ce qu'il va arriver ça? Donc, il vous fait des scénarios catastrophes. Hein. Et Ouais. donc, il y a besoin qu'on reprenne le contrôle de notre vie en laissant petite marge au mental, puisqu'il est nécessaire, mais une petite, que quand tu commences à faire comme ça, à dire stop, moi je des fois, souvent, hein, je suis en train de penser la 15e fois la même pensée en 3 minutes, je dis ah, stop, et je dis à haute voix, je dis stop, ça suffit, ça fait 15 fois que tu viens de le penser, il n'y a pas de solution, donc c'est comme ça que tu vas trouver, et je refuse de continuer ce truc-là. Et donc, j'essaie de me mettre dans autre chose, à côté de la musique, ou aller me balader, ou colorier des mandalas, ou je sais pas, enfin, faire autre chose. Pour le mental, lui, il n'a rien à dire. Euh, mais il faut le repérer. Quand ça tourne en rond, ça sert à rien. Et peut-être aussi que derrière, il y a une émotion non régulée qui remonte, qui est là et qui active
on va dire, ce stress et que le mental adore. Il adore la peur. Donc, hop, il va prendre ça et il va tourner avec. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez des Oui, émotions? parce que en fait, il faut qu'on reprenne la définition de c'est quoi une émotion. Donc là, moi, je me base sur un professeur de psychologie qu'on avait à l'Université de Genève, professeur Scherer, qui disait euh, une émotion est une manifestation psychosomatique. Donc, vous voyez, ça tombe bien, je suis psychosomaticienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine de l'émotion, elle est là, que dans la fraction de seconde, mais je sais pas combien, la millième de seconde, ça arrive au corps et que l'expression va être corporelle. Donc, ça veut dire psychosomatique. Ça peut arriver que ce soit somato-psychique. C'est beaucoup moins fréquent, mais admettons que vous ayez eu euh, un accident où vous êtes multifracturé, que vous êtes tellement mal dans tout votre corps que ça peut finir par vous atteindre votre psychisme aussi. Donc, voilà. Mais normalement, l'émotion, elle est psychosomatique et en fait, ça doit circuler tout le temps. Hein? C'est-à-dire, après, une fois que mon corps a entendu, il va renvoyer un message à mon cerveau qui va adapter tout ça. Et donc, la deuxième chose que rajoutait le professeur Scherer, donc, émotion psychosomatique, qui nous aide à nous adapter à des situations qui changent tout le temps. Donc, en fait, l'émotion, la fonction de l'émotion, bon, c'est de prendre conscience, mais c'est après de nous aider à nous adapter. Donc, euh, c'est psychosomatique et donc, pour être en bonne santé, nos émotions doivent tout le temps circuler, à l'instar de la circulation du sang. Mhm. Nous avons deux circulations énergétiques, il y a la circulation du sang et il y a la circulation des émotions. Ça doit tout le temps circuler. Et avec la malheureuse violence éducative ordinaire, où on induit, on enseigne les enfants à apprendre à bloquer leurs émotions et parfois carrément les punit pour les avoir exprimées, on va donc créer des blocages émotionnels et donc ça va faire coupure entre la tête et le corps, c'est là. Donc la tête va tourner à 150 000 à l'heure et puis dans le corps, il n'y a plus d'énergie. Et donc, ça va faire des maladies. Voilà, c'est comme ça que ça commence, hein, le problème. C'est pour Mhm. ça que je dis que la majorité de nos maladies sont d'origine émotionnelle, donc par rapport à des émotions que nous n'avons pas pu vivre, exprimer et réparer et soigner. Voilà, les émotions, vraiment, c'est fondamental. Et puis derrière, il y a toujours des besoins non reconnus, non exprimés aussi, parce que l'émotion, ça nous pousse à agir. Alors, il y a les réactions archaïques, hein, fuite, agressivité défensive, figement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va réagir face à son patron pour les adultes, comme si c'était un gros ours, alors que c'est pas un gros ours, mais on va avoir les mêmes réactions. Et du coup, ça nous met dans la difficulté. Et là, on va refouler. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des émotions refoulées qui font aussi le terreau de nos somatisations, j'imagine, ou nos maladies? Ben oui, donc les plus fréquentes et celles dont on parle jamais sont les problématiques dues aux abus. Mhm. D'accord? C'est vraiment mon travail depuis 25 ans maintenant de mettre à jour la problématique abusive sous toutes ses formes. Euh, il faut dire, je peux juste vous raconter une anecdote par Oui, rapport à ça pour qu'on bien sûr, comprenne bien sûr. comment je suis arrivée à ça. Parce que ma formation de médecine psychosomatique, donc comme je vous ai dit, hein, c'est une deuxième spécialisation, il fallait faire énormément d'heures. On pouvait les prendre où on voulait, dans toutes sortes de domaines, etc., mais ça devait être suivi, tamponné, signé. Je veux dire, on ne pouvait pas inventer des heures. Et il fallait énormément d'heures. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais mes enfants ados, j'avais mon cabinet à plein temps. Enfin, c'était très compliqué et je ne pouvais pas aller dans tous les séminaires possibles et imaginables pour accumuler des heures. Donc, en fait, je prenais un peu ce qui se trouvait à Genève, puisque j'habite à Genève.
Et là, euh, parce qu'en plus, pour faire cette formation, il faut avoir une supervision. Donc, c'était très complet. Donc, à un certain moment, le superviseur nous a dit, alors ce week-end, je vais organiser une formation avec une dame qui vient de Londres, qui a travaillé toute sa vie à soigner des jeunes filles violées, etc. Venez, c'est très intéressant. Bon, alors moi, je suis allée comme ça, vous voyez, je n'avais pas du tout d'attente particulière, surtout qu'il faut savoir que en médecine, on n'a jamais eu une seule heure, mais pas une seule, consacrée à ce sujet. D'ailleurs, c'est toujours le cas. J'en ai parlé avec mon médecin traitant, qui est maintenant une nouvelle femme, qui a peut-être 45 ans. J'ai dit, alors on en parle? Elle dit, non, toujours pas. Donc, en fait, en médecine, on ne sait pas ce que c'est qu'un abus, que ce soit sexuel ou des maltraitances. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le diagnostiquer, on ne sait pas le traiter, on ne sait pas l'identifier. Enfin, on ne sait rien. En fait, c'est un non-sujet. Ça n'existe pas, C'est un quoi. non-sujet. Voilà. Donc, en fait, bon, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je pensais, j'avais entendu occasionnellement des cas sporadiques, catastrophiques, voilà, pour lesquels je ne pouvais que compatir. Mais enfin, ça s'arrêtait là. Et donc, je vais à cette formation juste pour faire des heures. Et la dame, dans les 3 minutes, elle nous dit que 3 enfants sur 10 ont subi au moins une fois un abus sexuel. Alors, je dois dire que, vous savez, pour être sidérée, je suis restée comme ça. Je ne pourrais pas imaginer que ce soit possible. Il faut savoir que c'était avant les années 2000, hein, parce que maintenant, il y a MeToo, heureusement, mais c'était bien, 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 bien avant MeToo. Et donc, je suis restée comme ça. J'ai vu instantanément les classes de mes enfants. Mes enfants étaient dans 3 classes différentes, donc 20 enfants dans chaque classe. Je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'il y en a 6 dans chaque classe. Je Hmm. ne savais pas lesquels c'était, d'accord? Alors, il faut savoir que la plupart du temps, c'est de l'inceste, donc c'est intrafamilial, donc c'est encore plus compliqué à dire. Et puis après, j'ai vu mes patients, quoi. J'avais 2500 patients, et je me suis dit, bah alors c'est lesquels? Parce que là, il doit y en avoir plus que 30%, puisqu'ils sont malades. Euh, et là, euh, j'ai pas vu. Je dis, ah ouais, d'accord. Alors, soit la dame, elle raconte n'importe quoi, mais elle a quand même fait toute sa vie là-dedans, soit je suis pas au courant. Donc, alors le lundi, j'ai posé des questions à tous ceux qui n'allaient pas. Doucement, avec empathie, mais j'ai dit, mais est-ce que vous avez subi des abus sexuels? Et je les ai tous trouvés, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Et il me disait, j'ai jamais osé en parler. Il y en a une qui me disait, chaque fois que je viens, je me dis, je vais les dire. Chaque fois que je repars, je l'ai pas dit. Donc, ça s'appelle l'omerta. D'accord? L'omerta, qui protège les plus forts contre les plus faibles. Et moi, en fait, avec cette question du lundi, j'ai ouvert la boîte de Pandore et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que mes collègues psychiatres sont pas mieux formés que moi, hein. On a fait la même formation de médecine, hein, j'ai jamais eu une heure. Et de toute façon, j'avais beaucoup trop. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Et alors là, j'aime bien le côté de l'univers qui organise un peu les trucs, là, et qui a fait que, alors je sais, mais c'est arrivé en même temps. Je suis tombée sur le livre de Ghislain Levreux, du professeur Ghislain Levreux, de Québécois, qui a écrit ce que les mots de votre racontent de votre passé. Alors, c'est tombé, mais tellement juste, parce que moi, je voyais bien que j'avais tout le temps des symptômes qui se déplaçaient, beaucoup justement sur la sphère urogénitale, hein, je voyais bien ça, mais je comprenais pas. Et là, en lisant ce livre, mais en fait, vous voyez, j'y ai carrément dédié mon livre, parce que ce professeur a changé totalement ma vie professionnelle à partir de ce moment-là. J'ai compris que le corps de mes patients, il disait, mais clairement, où était le problème? Sauf que personne ne comprenait rien, ni eux, ni nous, ni personne. Et que, en fait, le corps, il disait pas n'importe quoi. Donc, s'il y a eu des abus sexuels, on n'a pas une otite, hein. Si on n'a pas une angine, enfin, voilà. Et ça dit les choses de manière claire. Et donc là, j'ai commencé à lire ce livre. Et lui, alors, bon, les professeurs d'université, il a peut-être pu faire plus de statistiques que moi, mais il disait que, par exemple,
dans une symptomatologie aussi commune et aussi simple qu'on appelle le côlon spastique, que tout le monde a dû en entendre parler une fois ou l'autre, il dit minimum 50% ont subi des abus sexuels. Mhm. Mhm. Et alors moi, je vous dis que pour les maladies beaucoup plus graves de l'intestin, une maladie inflammatoire, comme la rectocolite ulcéro-hémorragique ou la maladie de Crohn, alors là, ça doit être 100%, parce que le corps, il peut pas faire des maladies aussi ça, juste comme ça, pour rien. Donc, mais on pose jamais la question. Moi, je vois des fois dans des émissions de grande écoute, en fait, jamais personne pose cette question. Donc, Mhm. en fait, comme souvent ça a eu lieu dans l'enfance, parce que c'est quand même souvent là que ça commence, et que les symptômes vont finir par se déclarer 20 ans ou 30 ans plus tard, vraiment, personne ne fait le lien. Donc, c'est l'objectif de mon livre, en disant, OK, vous avez cette problématique. Alors, vous, maintenant, quand vous étiez petit, est-ce que vous avez subi ça? Est-ce que vous avez vécu ça? Et ça, regardez, il y a un lien. Votre corps, il ne fait pas n'importe quoi. Mais vous avez vous-même écrit un livre sur les abus sexuels. C'est pas le premier, Oui, d'ailleurs. oui, oui, Et oui. vous pouvez nous On donner peut le toujours titre? le trouver, d'ailleurs. Oui, oui, je l'ai réédité. Parce que, bon, il faut savoir qu'au début, euh, moi, j'étais en train de découvrir ça. J'ai commencé à donner des formations à quelques médecins de Genève, quelques petits, enfin, un petit groupe comme ça, sur les abus, parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai entendu abus, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché, j'ai essayé de mettre ensemble les choses, j'ai compris que l'abus est en fait un gigantesque puzzle avec toutes sortes de pièces différentes, et puis que chacun essaye de prendre sa pièce, d'y donner un sens, mais elle n'a pas de sens si on ne la met pas dans le contexte général. Et j'en parlais beaucoup à mes patients, puis ils me disaient tous, bah alors finalement, on est tous des abusés. Donc, en fait, c'est les patients qui m'ont dit ça. Oui. Et un jour, dans une de mes formations que je donnais, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, Cornelia, il faut que tu écrives un livre, quoi. Oui. J'avais jamais pensé à ça. Donc, j'ai fini par écrire ce livre 7 8 ans plus tard, quand même. J'ai eu le temps de bien, bien, bien comprendre, de créer carrément un concept, encore une fois dit en toute humilité, hein, puisqu'il il n'existe pas. Parce que je suis quand même partie de la définition du dictionnaire, parce que moi je disais, bon, bah, on va parler des abus, il faut peut-être déjà dire ce que c'est. Et que là, dans le dictionnaire, c'était écrit usage excessif de quelque chose. OK. C'est tout. Alors j'ai dit, bon, bah, alors ça peut éventuellement nous parler de l'action de l'abuseur, mais ça ne nous parle pas de la victime du tout. Donc cette définition est totalement incomplète, quoi. Hein? Donc il a fallu que je dise, non, mais il, il faut inclure aussi les victimes. Donc j'ai fini par créer une définition, euh, parce que j'ai compris qu'il y a les abus sexuels, il y a les abus physiques, donc les maltraitances, il y a les abus émotionnels, et les abus émotionnels, ils font toujours partie des autres. Hein. On ne peut pas être sexuellement abusé s'il n'y a pas un abus émotionnel en plus. Donc, en fait, j'ai compris que c'était tout un ensemble, puis qu'il fallait un petit peu faire la part des choses, que beaucoup de gens ont vécu carrément les trois formes d'abus. Mhm. Maintenant, 25 ans plus tard, je me rends compte qu'il manquait un quatrième abus, qui est l'abus spirituel. Bon, à l'époque, je connaissais pas, mais là, c'est grave aussi. Hein. Donc, on va pas en parler aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui se font abuser par des gourous, des machins. Enfin, voilà. C'est compliqué. Donc, en fait, c'est toujours une prise de pouvoir de l'un Sur sur l'autre, un autre. c'est ça. Et évidemment, c'est plus facile de commencer avec des petits, parce que les petits, ma foi, ils comprennent pas, ils peuvent que subir, et puis après, ils entrent dans une problématique de victime et tout ça. Donc, j'ai fini par écrire ce livre en 2008. Il s'est bien vendu pendant plusieurs années. Et donc, l'éditeur l'a laissé de nombreuses, nombreuses années accessible. Puis là, quand ils ont décidé d'arrêter, ben, je l'ai réédité. Donc, Ouais. on peut maintenant, de nouveau, le commander. Sommes-nous tous des abusés? Pour aller vraiment plus dans la définition, vraiment l'analyse de comment ça fonctionne, quels sont parce qu'on voit que par exemple, les victimes sont très stéréotypées dans leur comportement, mais les abuseurs aussi. Donc, en fait, quand on a bien compris, on peut dire, ah oui, mais lui, c'est un abuseur, lui, c'est une victime. Et puis, on voit que la plupart des victimes sont aussi très abusives. Donc, ça permet de mieux comprendre les choses
pour pas les subir. Parce que après, le deuxième livre que j'ai écrit 2 ans après, c'était Victime, non merci. C'est-à-dire une manière de, OK, maintenant, on va d'abord comprendre qu'on est une victime, puis après, on va sortir de là, parce que ça sert à rien de rester une victime. Donc, comment on va faire pour sortir de cet état? Donc, il y a des choses qu'il faut complètement changer dans notre comportement. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est les 2 livres qui sont sortis 2008 et 2010 et qu'on peut donc se procurer. Super. Alors moi, j'ai fait pendant 7 ans, entre 1990 et 97, une action de prévention des abus sexuels chez les enfants avec une vidéo qui venait du Canada. Et alors, c'est vrai que j'étais assez choquée, un peu comme vous, c'est-à-dire que dans toutes les écoles, on a fait ça dans plein d'écoles. On était en équipe avec un juge des enfants. Et dans toutes les écoles, il y avait des enfants qui avaient été abusés et beaucoup d'abus entre frères et sœurs. Oui, Alors oui, ça, oui. pour moi, c'était un peu la révélation. Et dans les écoles, alors c'était les enseignants devaient être volontaires pour faire l'action. Et à chaque fois que les enseignants ne voulaient pas faire l'action, c'est parce qu'ils étaient concernés. Et ils disaient non, mais il faut laisser ça, non, mais c'est bon. Mais parce qu'ils ont été abusés eux-mêmes. Voilà, c'est ça. On règle ça en Ah, c'est famille, ça. on ne veut pas embêter les C'est la enfants. même chose avec les médecins. Pourquoi les abus sont jamais traités en médecine? Parce que la plupart des médecins, ils ont été abusés aussi. Donc, on met à distance, on veut pas. Voilà. Alors, c'est pas conscient, hein, Bien mais sûr. c'est la cause. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison qui fait qu'un médecin ne s'occuperait pas d'une cause aussi importante. Et puis c'est vraiment, là, on est dans la partie émergée dont on parle là, mais comme c'est tellement puissant et il y a le processus de figement, c'est-à-dire que ça va rester enfoui pendant des années, ça va Oui, ressortir, comme vous preniez l'exemple, entre le moment où il va y avoir un élément qui va redéclencher et on va avoir des alarmes dans le corps. Et c'est là où il faut écouter parce que on va peut-être développer des problèmes. Disons, dans la sphère génitale, etc., qui sont dus à ça après coup, quoi. Et donc, les signaux, bah, c'est écouter, se laisser toucher, s'écouter parler, etc. Faire des liens, enfin, c'est l'objectif de cette vidéo, de faire des liens entre, tiens, mais quand j'ai entendu ça, qu'est-ce que ça m'a fait? Et si ça m'a fait quelque chose, je vais prendre le temps de m'intérioriser, voilà, oui. de me connecter à Ce que moi-même. j'amène, moi, sur le plan thérapeutique, c'est que, alors, il y a effectivement, il y a prise de conscience, il y a mettre des mots sur des mots. Mais après, il faut faire des thérapies émotionnelles. C'est-à-dire, donc moi, j'ai créé des formations de thérapie émotionnelle parce que, en fait, vu que la manifestation de l'émotion est psychosomatique, si on fait juste de la psychothérapie, alors c'est bien parce que ça permet d'identifier les choses, mais ça libère pas le corps. Ça Il faut renforce. absolument changer la mémoire du corps. Donc, en fait, il va falloir impliquer le corps dans le processus thérapeutique. Oui, revenir. Pour moi, aujourd'hui, je pense que on est de plus en plus conscient qu'il faut revenir au corps parce que le corps ne ment pas. Vous l'écrivez dans votre livre, le corps ne ment pas. Voilà. Donc, écouter son corps, il y a pas mal de thérapies maintenant qui vont vraiment à l'écoute du corps. Donc, pour vous, c'est assez central, l'écoute du corps. Ah ouais, ouais, ouais. Écouter le corps et répondre avec le corps. Et par exemple, quand on arrive sur la scène du viol, parce que hélas, ça arrive une fois, c'est jamais dans la première séance, hein, parce que c'est souvent après 6 mois, hein, euh, il y a tout à coup, parce que quand les gens viennent chez moi pour faire une thérapie émotionnelle, je leur dis, qu'est-ce que vous avez besoin pour aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on fait de l'émotionnel? Parce qu'on peut pas faire les deux. Parce que dès se met à parler, on va stimuler le mental et après, alors on n'arrive plus à le débarrasser. Donc, c'est soit Mhm. on va dans l'émotionnel, puis on verra bien ce qui arrive, ou soit on a besoin parfois de parler pour comprendre, pour analyser, pour faire des liens. C'est loin l'un ou l'autre. Mais quand les gens viennent dire, ouais, mais j'ai besoin de faire de l'émotionnel, en fait, moi, je dis toujours, alors, on ne sait pas du tout sur quoi on va arriver, parce que justement, on va laisser le mental de côté, et on va laisser se produire ce qui a besoin de se produire. Donc, vous allez, en fait, votre corps devient votre thérapeute. Vous allez être votre autothérapeute. Moi, je suis le guide haute montagne qui vous dit où c'est que vous pouvez passer, etc. Mais c'est pas moi le thérapeute, c'est vous. Et on va laisser les choses arriver. Et c'est
absolument dingue hein, de ce qui se passe. Mm, Et donc, la finesse va être d'arriver à comprendre dans quoi le patient arrive et puis de ne pas vouloir aller vite. Il faut le laisser s'imprégner de ça, déjà oser dire les choses et après leur dire, mais vous ressentez quoi? Et quand on arrive dans la fameuse scène de viol qui arrive inévitablement une fois à l'autre, si on a été là-dedans, ou d'attouchement, hein, parce que quand on dit viol, on pense toujours abus sexuel avec pénétration, mais c'est pas les plus fréquents. Les plus fréquents, ce sont les attouchements, mais ça détruit tout autant, hein, parce qu'il y a une sphère intime qui est bousillée. Donc, voilà. Dès qu'on arrive dans ces scènes-là, il faut vraiment écouter dans quoi la personne est et dans quel état elle est depuis ce moment-là. Eh ben, elle est restée dans un état de sidération. C'est-à-dire, elle était tellement surprise, tellement euh, pas compris, elle n'avait pas compris ce qui se passait, elle pas su quoi faire, donc elle reste figée mm. et il va falloir la faire sortir de cet état de sidération parce que maintenant, son corps, il a enregistré, je suis figée, je bouge plus, je fais rien. Donc après, ça se manifeste dans toutes sortes de situations de la vie. Hein. Je reste toujours figée, je subis, je ne m'exprime pas, etc. Donc il va falloir changer cette mémoire du corps. Et à un certain moment, il va falloir vraiment casser la gueule à l'abuseur. Donc c'est très physique, d'accord? Et des fois, il faut le tuer parce qu'on on a besoin de changer ça. Et à ce moment-là, on va totalement changer la mémoire du corps. C'est-à-dire que la mémoire qui était je bouge plus, c'est la mémoire, mais je me défends, je laisse plus faire, etc. Et c'est très physique. Et là, c'est instantanément terminé. Hein. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout de ça. Cette problématique-là, elle est instantanément terminée. C'est comme si on faisait des maths simples en disant ça, c'est moins un, on met plus un dessus, moins un plus un égale zéro. Ça neutralise Mhm. et ça ne veut pas dire que la personne a oublié C'est ça. Mm. la situation, mais ça a enlevé toute la charge émotionnelle. C'est ça. D'accord? Après, bah, c'est des couches d'oignons. Hein? On en enlever une, après il faut en enlever l'autre, etc. Il faut bien comprendre, mais vraiment, c'est d'une efficacité redoutable. Du moment que le corps est invité. Et on va jusqu'au bout. Moi, je vérifie hein, jusqu'à ce que le patient soit complètement détendu. S'il me dit, ouais, non, ça va mieux. Oh non, c'est pas arrivé encore. Il y a encore un truc. C'est quoi encore le truc là? On peut pas laisser dire, ouais, ça va mieux. Ça doit être oui. C'est waouh. Et là, c'est fini. Mm. Ce problème-là est instantanément terminé. Et le chemin de séparer, on va dire, on peut pas penser et ressentir en même temps. J'ai bien aimé ça, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour se connecter aux sensations du corps, au sensoriel finalement. Et là, on voit que le corps ne ment pas. Sinon, il y a des temps aussi dont vous parlez où les gens ont besoin de mettre en mots, Oui, d'être écoutés, parce que d'être écouté, c'est précieux. Mais ces deux temps, le temps je dirais le temps du ressenti, du sensoriel et le temps de la parole, de l'écoute. Moi, c'est pas au même endroit, c'est ça c'est le ça, problème. c'est ça. C'est-à-dire, soit on est dans le ressenti, donc le corps, Mhm. soit on est dans la réflexion, donc le C'est ça. mental. Mais en fait, par contre, on peut switcher assez facilement, hein, mais ce qu'il faut faire attention, c'est quand les gens, ils vous racontent des souvenirs. Et puis que, Donc là, ils sont dans la narration. Et la narration, c'est du mental, donc ça ne libère pas. Dire, OK, dites-moi en trois mots, qu'est-ce qui s'est passé, mais trois, hein, peut-être quatre, mais pas plus. OK, stop. Ah. Maintenant, là, dans votre corps, vous sentez quoi? Et toujours, dans votre corps, vous sentez quoi? Et on redescend là. ben oui. Après, on a besoin peut-être de dire, donc on peut imaginer mettre les gens en situation en disant, bah, on va faire venir l'abuseur, on va lui dire ce qu'on pense. Donc, il y a un moment, vous sentez quoi? Maintenant, vous lui dites, vous prenez par là, et après, on licencie l'autre. Maintenant, vous sentez quoi? C'est toujours le corps. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a besoin, pendant peut-être 10 secondes, que le mental mette des mots dessus. Mais Mhm. après, il faut revenir toujours au corps. Mhm. Le corps, c'est notre GPS finalement. Pardon? Je dis, le corps, c'est notre GPS. Oui, oui, Il nous guide. oui, il sait, il Il sait, me semble que il vous le sait. dites, ça, non?
Ouais, c'est possible, Oui, sûrement que j'ai. oui, c'est parce que mon mari dit ça aussi, le GORD, c'est le GPS, le guide pour soi. Alors, merci pour tout ça, c'est vraiment magnifique. Est-ce que vous pourriez, avant de conclure, nous dire ce qui est absolument important, mais peut-être un petit mot sur la rétrocausalité? Voilà. Ah, Moi, je pense que ça peut ouvrir à peut-être aussi l'achat d'un autre livre que vous avez écrit sur ce oui, sujet. Est-ce que vous avez envie? Et puis peut-être oui, volontiers, nous volontiers. dire ce qui... Écoutez, donc juste avant donc, le livre que nous venons de présenter sur décoder nos maladies pour aller mieux, hein, j'en avais écrit donc aussi chez Très Daniel, que je remercie vraiment, donc il y a 2 ans, comment les synchronicités ont changé ma vie. Donc là, on est complètement, voilà, on est complètement dans autre chose, hein. Enfin, bien sûr, quelque part, ça se rejoint, mais là, je raconte mon expérience de patiente, alors que dans l'autre, je raconte mon expérience de médecin. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais disons que je suis tombée malade, gravement. Je suis passée, je me suis trouvée la médecin patiente ou la patiente médecin, je sais plus comment très bien, mais enfin, ça a été très, 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 très compliqué à vivre. Euh, et il y avait évidemment toutes sortes de causes émotionnelles parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur toutes mes histoires émotionnelles, mais il y en avait encore des inconscientes. Il y avait surtout aussi la psychogénéalogie, enfin, il y avait des loyautés à droite à gauche, il y avait des relations toxiques, enfin, il y avait plein de trucs. Donc, j'ai comme fini par tomber malade. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour de la médecine, personne n'a su que faire avec moi. Et donc, c'est là que je suis tombée sur la rétrocausalité, donc, où on est donc dans la physique quantique. Mhm, C'est une approche de physique quantique, quantique étant donc sans matière et sans le temps. Donc, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Enfin, je n'en avais entendu parler, mais c'était un peu difficile parce que moi, je suis quand même très matérialiste dans ma pensée, vu que j'ai commencé avec la biologie. Ma base de pensée est toujours quand même biologique. Après, j'ai compris qu'on est plus qu'une biologie. Euh, donc, j'ai évolué là aussi. Mais dans la physique quantique, moi, ce que j'avais comme problème, c'était la notion du temps, parce que les physiciens nous disent toujours que le temps n'existe pas. Alors moi, ça m'énerve, mhm, parce que, parce que hier, demain, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, j'ai pas compris, hein. Pendant des années, je me suis achepée sur ce truc. Je me dis, mais pourquoi on nous dit ça? Et puis, j'ai fini par comprendre en lisant Philippe Guillemot, qui à un certain moment, je sais pas comment il explique ça, mais enfin, j'ai compris qu'en fait, on parle pas des mêmes temps. Donc, j'ai dit, bah, alors merci, on aurait pu nous le dire avant, c'était plus simple. Donc, c'est moi qui le dis. Donc, bah, non, du coup, bah. Alors, il y a 3 temps. Il y a le chronos, il y a le kairos et il y a le aion. C'est 3 temps différents. Alors, évidemment, si on est dans un temps puis qu'on essaie d'analyser les autres, ça marche pas. Donc, il faut savoir ça. Maintenant que je connais ça, moi, je passe de l'un à l'autre très, 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 très facilement, mais au départ, c'était pas le cas. Et donc, là où c'est le plus compliqué, euh, c'est de comprendre que, en fait, alors, je le fais très simple. J'ai fini par comprendre que Chronos, donc hier, aujourd'hui, demain, il s'appelle Chronos, c'est un temps qui se déroule et qui se passe dans la matérialité. mhm. Donc, il est irréversible. C'est-à-dire, si tout à l'heure j'ai versé du lait dans mon café, c'est fait, quoi. On peut pas revenir Donc, il déroule, il déroule, il déroule, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça. Tant qu'on est dans le matériel, dans la matérialité, on a ce déroulement chronos qu'on peut pas arrêter. Donc, là, dans ce temps-là, les physiciens parlent de la causalité. C'est-à-dire, il y a des causes, il y a des conséquences. Donc, les causes, elles sont entre hier et aujourd'hui, avant-hier, bien sûr, et les conséquences, elles sont obligatoirement demain. Donc, ça, tout le monde est d'accord. Par contre, la rétrocausalité, ça, c'est compliqué, parce que c'est juste le contraire. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va dans le sens inverse. On vient de dire chrono, c'est pas réversible. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé de passer par un autre temps qui s'appelle kairos. Kairos, qui est un temps éternel
qui n'a pas de début, pas de fin, qui est là. Partout où il n'y a pas Chronos, c'est Kairos. Donc, on ne connaît pas ça, parce que nous, on nous a toujours éduqués dans Chronos, enfin, tout a été fait dans Chronos avec l'école, avec notre conditionnement, tout le mental, tout ça. Et Kairos, en fait, c'est un temps qu'on ne connaît pas, mais il est là, il était là avant qu'on soit né, enfin, quand on sera mort, enfin, partout. C'est un temps éternel, on pourrait appeler universel, cosmique, enfin, je ne sais pas ce qu'on veut mettre, mais enfin, ça commence pas, ça finit pas. Alors, ça nous fait peur, hein, notre cerveau qui veut tout contrôler, hein. Mais on est obligé d'objectiver qu'il y a un autre temps. Et là, par contre, alors, on peut aller dans tous les sens. Alors, on peut aller en avant, en haut, en bas, et aussi en arrière. Donc, la rétrocausalité, c'est-à-dire revenir à la cause, ça, c'est pas compliqué quand on est dans Kairos. Il faut juste le comprendre. Donc, là, ça veut dire, et c'est là qu'il faut s'accrocher, que les causes sont dans le futur et que les conséquences sont dans le présent. D'accord? Alors ça, c'est pas évident. Pas évident. Après, il faut s'habituer à ce concept. D'abord, on dit non, 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 c'est pas possible. Ok, c'est pas possible parce qu'on est en chronos. Maintenant, on ouvre et on objective qu'il y a des choses, il y a des choses anticipatoires, hein. Des fois, on voit, en fait, il se passe quelque chose. En fait, ça avait juste été annoncé un moment. Enfin, il y avait une situation qui annonçait ça, mais on n'a pas compris. Mais après, on voit que c'était anticipatoire. Parce que dans Kairos, tout existe en même temps. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur coexistent. Donc, bah voilà, moi, ça m'arrive souvent d'avoir la réponse avant les questions, mais très souvent. Parce que, en fait, mon cerveau, il a capté cette réponse-là, mais il y avait aussi cette question, je ne me l'étais pas encore posée, mais j'ai eu la. Voilà, après, maintenant, je ne m'énerve plus, parce que je sais que tout est là. C'est-à-dire, toutes les questions sont là, toutes les réponses sont là, ça dépend de ce qu'on va sélectionner. Donc, ça nous ouvre sur une vastitude infinie. Et donc, notre mental, évidemment, il n'aime pas du tout, parce que là, il contrôle plus rien du tout. D'accord? Donc, faut s'habituer un peu à ça. Et puis, il y a un troisième temps, qui est le temps cyclique d'Ion. Dans mon livre, j'avais pas encore réussi à mettre ce terme dessus, donc je le décris sous ce qu'on appelle les lois de Hering, parce que c'est la même chose, qui sont en fait des situations qui reviennent tout le temps. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout se rejoue. Mais des fois, je dis, mais ça se rejoue, mais pas encore ça. Ben oui. Et en fait, ça se rejoue tout le temps. Donc, il y a besoin d'observer, Si on n'est pas particulièrement conscient, parce que quand on n'a pas compris un truc, il revient. ça se rejoue parce qu'on n'est pas conscient et qu'on n'a pas libéré. Mais quand Non, c'est parce que tout est cyclique, en fait. Tout est cyclique. Alors, c'est clair que quand on n'a pas libéré, c'est pire. c'est Mais ça. même après, ça se rejoue. Mais ça se rejoue différemment. Parce que, ah ouais, quand même. Mais bon, ça, c'est bon. Mais tout est cyclique. Les saisons, enfin, tout est cyclique tout Ouais. le temps. Et en fait, les gens ne font jamais attention à ça. Mm. Alors, c'est clair que plus un problème est compliqué et qu'il n'a pas été résolu, plus il se représente. Mais c'est très impressionnant, hein, parce qu'il y a des gens qui réapparaissent dans votre vie 35 ans après, on avait même oublié. Enfin, quand c'est pas eux, c'est leurs enfants, parce qu'ils sont morts, c'est les enfants qui débarquent. Mais c'est inimaginable. Et il faut vraiment être attentif à ça, euh, et l'accepter et l'accueillir. Il faut l'accueillir. Parce que surtout quand on est dans un processus de réparation. C'est-à-dire, j'aime bien prendre l'exemple du parking souterrain euh, hélicoïdal. On descend comme ça d'un étage à l'autre, hein, on descend, on descend, on descend, on descend. On est à -5, -6, -7, moins 8, je sais pas quoi. Donc, on est descendu au fond du trou. Voilà. Si on veut remonter, avec notre voiture, pas à pied, en ascenseur, mais avec notre voiture, on est obligé de refaire absolument tous les étages. Mhm. Et donc, on doit revisiter toutes les situations. Et donc, jusqu'à ce qu'on soit de nouveau à la lumière du jour. Alors, Et donc, moi, j'explique toujours ça aux gens. J'ai dit, ne vous découragez pas. Si ça se repasse, ben c'est justement que vous venez de monter. Donc, en fait, vous êtes dans la même situation, mais vous avez monté d'un étage. Donc, dites plutôt bien, c'est bien.
Et maintenant, par contre, ça va se reproduire. Et en fait, ça se fait tout le temps, qu'on le veuille ou pas. Donc, il faut être beaucoup plus attentif et observateur de ces choses pour comprendre. Observateur et accepter aussi ce qui est pour le transformer, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais propose de peut-être nous donner une phrase ressource, soit à vous-même ou soit une phrase qui vous porte pour nourrir nos auditeurs, nos internautes. Et puis, je mettrai sous la vidéo les liens pour vous découvrir un peu plus vos formations, etc. Oui, Alors, parce que je vais juste dire quelque chose là-dessus, si vous permettez. Effectivement, le livre que j'ai sorti là, il fait quand même 400 pages. Et à un certain moment, j'ai dû me limiter parce qu'il y a encore 30 000 choses que j'avais à dire que j'ai pas pu dire. Donc, en fait, pour éviter de faire un livre de 800 pages que personne ne peut lire, en fait, j'en ai créé un atelier. Et c'est sympa si vous mettez effectivement le lien pour vos internautes parce que c'est un atelier pour aider à identifier les causes de nos maladies et voir comment on peut sortir de là, trouver des pistes, etc. Donc là, dans cet atelier qui comprend quand même 20 séquences avec des vidéos, avec des PDF à télécharger, de théorie et des PDF de pratique, voilà. Euh, avec plein de choses que j'ai pas dites dans le livre, donc c'est pas la même chose. Bien sûr, le sujet est le même, mais je rajoute en fait dans les ateliers des choses que j'ai pas eu la place de dire, c'est tout. Donc en fait, j'ai envie de vous inviter à vous les procurer parce qu'on a beaucoup plus d'informations et d'outils en fait de comment je fais moi maintenant là, ici avec ma propre histoire pour me sortir de là. Hein. C'est vraiment du pratico-pratique. Donc ça c'est pour l'atelier. Et ensuite, pour répondre à votre question, il y en a une qui vient de me passer comme ça à la seconde, donc je vais vous dire celle-ci, je n'avais pas imaginé, donc c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vive euh, notre vie pour laquelle on s'est incarné et pour laquelle on a été souvent dévié, soit par l'éducation, soit par les situations de la vie. Et donc là, j'ai envie d'inviter celui que j'appelle mon maître spirituel, qui est Wayne Dyer, qui c'est juste extraordinaire, qui lui faisait de la rétrocausalité bien avant que Philippe Guy m'en parle, notamment avec son livre qui s'appelle Le pouvoir de l'attention, que je vous propose vraiment d'acheter. C'est vraiment de la rétrocausalité, mais psychologique et spirituelle. Enfin, c'est magnifique. Et lui, il raconte une histoire que quand il avait 19 ans, il était parti sur un grand bateau de guerre avec un seul bouquin écrit par Tolstoï, je crois. Enfin, je sais plus exactement le détail. Et puis que le héros du livre arrive à son dernier jour en se disant à la dernière minute de sa vie, et si je m'étais complètement trompé? Donc, un truc absolument dramatique. Et là, Wayne, en lisant cette phrase, s'est dit, mais alors, moi, non. Et il s'est dit, à lui-même, il s'est dit, Don't die with your music still inside of you. Donc, ne meurs pas en gardant ta musique à l'intérieur de toi. Ah, c'est ça que j'ai envie de vous partager. oh, Nous magnifique. avons tous une musique, quelque chose, une mission de vie, ou une envie, ou quelque chose qui était important, qu'on a peut-être dû mettre sous cloche. Ah ben, ouvrez et jouez votre propre musique. Voilà. C'est magnifique. Ne meurs pas en gardant ta musique à l'intérieur de toi. Donc, merci pour cette invitation à jouer la mélodie de notre vie et notre vraie partition unique. Oui, Et merci beaucoup, docteur Cornelia Gauthier. Et donc, je avec souhaite à plaisir. chacun de se nourrir de vos réflexions, de vos livres. Et je vais vous inviter sur mon groupe. Il y a mon corps qui m'a dit, et peut-être vous pourrez répondre à quelques échanges. Oui, Et je vous remercie par avance. Merci merci à infiniment. vous.
et à bientôt. À bientôt. Merci à vous.